Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Enfin, parfois. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on me demande d'analyser les entreprises de qualité. Donc ici, aujourd'hui, on a une demande spéciale pour Eutelsat Communication. Donc on va essayer de déterminer si au prix actuel, Eutelsat représente une opportunité d'investissement. Et pour nous aider dans notre analyse ici, on va se baser sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende si dividende il y a. D'accord. Donc ici, ceci ne représente aucunement un conseil d'investissement, uniquement mon avis ici par rapport à une entreprise que moi-même je ne connais pas. D'accord. Donc, le but ici dans cette vidéo, c'est de vous montrer que vous également, vous pouvez le faire avec juste quelques petits éléments, essayer d'appréhender ou bien d'essayer d'estimer la valeur d'une entreprise rapidement. Donc, n'oubliez pas que la valeur d'une entreprise, enfin, je vous dirais, elle ne sera pas aussi bonne si vous ne lisez pas les rapports financiers. Donc, valoriser une entreprise, c'est 50%. Lire les rapports financiers pour la partie qualitative, c'est l'autre 50% qui est également très important pour pouvoir avoir une idée générale de la compagnie. Donc, on ne se limite pas uniquement aux chiffres. On va au-delà des chiffres. Mais les chiffres nous permettent déjà de poser les bonnes questions. Donc, on va directement ici sur le cas de Eutelsat. Ici, donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Eutelsat fait, donc normalement, vous prenez ça ici, DeepL, on copie, on va directement sur DeepL, on colle. Qu'est-ce que DeepL nous raconte? Voilà, donc Eutelsat Communication est un fournisseur français de satellites commerciaux dont la couverture s'étend sur le continent européen, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde et les Amériques. Une fois que j'ai cette information, fournisseur de satellites commerciaux, donc je sais déjà qu'on a beaucoup de dépenses en capital ici. Soit à la fin de la journée, je dois savoir quels sont les types de satellites qu'on lance, qui sont nos différents clients et comment est-ce que voilà, la technologie pourrait affecter ces satellites-là. Donc, je me limite juste à ça, vous pouvez continuer à lire le reste. Donc, quand je reviens ici directement, stabilité ou croissance des revenus. On observe ici qu'est-ce qu'on obtient. Alors, on voit ici que depuis les 10 dernières années, on n'a pas de croissance du tout. D'accord, sur les 10 dernières années, en prenant comme base juin 2021, donc c'est-à-dire que bientôt, ils vont publier leurs résultats pour l'année 2022. D'accord, donc quand on regarde ici sur Yahoo Finance, la publication des résultats, alors c'est pour le 3 du mois de août 2022. D'accord, pour les résultats annuels, je pense bien. Donc ici, on continue. Donc on a à peu près les résultats qui sont à peu près des revenus qui sont stables. Donc quand on compare entre 2021 et 2012, on a une stabilité des revenus. Mais on peut constater également ici qu'on a eu une croissance des revenus ici. Regardez, 2013, croissance, 14, 15, 16. À partir de 2016, baisse. 18, baisse. 19, baisse. 20, baisse. 21, baisse. Posez-vous les bonnes questions. Maintenant, pourquoi est-ce que le revenu baisse? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que les marges brutes sont stables? On a ici une stabilité des marges brutes, c'est bien. Mais il faut savoir pourquoi est-ce que les revenus baissent. Parce que si on fait une estimation d'une entreprise qui n'a pas de revenus stables, il y a de grandes chances qu'on se trompe. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et que je recherche toujours la stabilité. D'accord. Stabilité ou croissance des revenus, c'est le minimum. Donc ici, on a des revenus qui baissent. Donc les revenus baissent ici de l'ordre de 4% sur les 5 dernières années, 4% sur les 3 dernières années. Donc, le volume de baisse est aux alentours de 4%. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que moi, je vais voir cela. Donc, imaginez que les revenus actuels sont de 1 milliard 200, d'accord, 1 milliard 234. Donc, je vais mettre ici 1 milliard 234, d'accord, 1 milliard 234. Je fais ici 1 milliard 234. OK. Maintenant, croissance des revenus, ici, on a des revenus décroissants. Donc, je vais mettre moins 4%. D'accord. Vous allez voir ce que je vais faire tantôt tout à l'heure. Ça sera la première fois qu'on va avoir des revenus décroissants. Donc, parce qu'on essaye de se protéger au maximum. C'est ça qu'on fait ici. Au niveau de la dette nette, ici, je vous ai dit, vous allez sur Yahoo Finance. Vous allez directement à statistiques. Valeur d'entreprise, moins capitalisation boursière. Si le chiffre est positif, ça veut dire qu'il y a de la dette nette. S'il est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. Attention, toujours double vérifier en regardant dans les bilans en eux-mêmes. D'accord. Parce que ici, il faut toujours double vérifier les informations. De toutes les façons, vous devez lire les rapports financiers avant d'investir dans cette compagnie-ci. Donc ici, c'est une première analyse. Donc, on voit ici à peu près, on a 3 millions, on a 3 milliards par là quand on fait la différence. D'accord. On a 3 milliards. Quand j'utilise ici Finbox, qu'est-ce qu'on obtient? On voit ici 2 milliards 500 par là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on dira ici? Donc, on a 500 millions de différence. Donc, c'est à peu près 2 dollars, 2 euros ici en termes de différence par rapport au prix actuel. Donc, on se dit qu'à peu près c'est correct ici. Mais il faudrait aller lire les rapports financiers en particulier pour voir ce qui a été pris dans ce calcul-là. Donc, on peut voir ici qu'ils ont calculé, voilà, ils ont pris une dette ici de 3 milliards 500. D'accord. Donc, moins les investissements, OK.
Donc, ça, c'est du cash à court terme. Donc, ça, c'est du cash. Moins les investissements, OK. Donc, c'est pour ça qu'on a du cash net moins élevé. Peut-être ici, c'est pour ça qu'on a une dette nette moins élevée. Peut-être ici, au niveau de Yahoo Finance, ils n'ont pas pris en considération les investissements qui sont à peu près, voilà, si vous avez investi, par exemple, dans d'autres entreprises, vous avez à peu près, c'est considéré comme une liquidité techniquement. Mais dans tous les cas de figure, ici, on va se dire que la dette nette est aux alentours de 2,5 milliards. Donc, on va mettre ici 2,5 milliards. D'accord? 2,5 milliards. Je sais que c'est 2,486 milliards. On ne cherche pas la précision. C'est une estimation ici. D'accord? Donc, on veut avoir à peu près raison. Donc, parce que si vous analysez une entreprise et que vous utilisez et que vous vérifiez que l'entreprise, voilà, on détermine qu'elle vaut à peu près 100 dollars, même si la valeur réelle est aux environs de 110 dollars, techniquement, vous n'allez pas l'acheter à 100 dollars. Vous allez essayer de l'acheter déjà, premièrement, à un prix moins élevé. Moi, je préconise toujours 50% en dessous de la valeur réelle parce que dans toute analyse est techniquement, voilà, c'est très rare que ça se réalise parfaitement. D'accord? Quand je dis parfaitement, c'est-à-dire que quand on va vous dire que l'entreprise vaut parfaitement 110 dollars, non. Ça paye, vous pouvez acheter, il faut absolument que, premièrement, que ce soit une entreprise de qualité. Deuxièmement, que vous puissiez l'acheter à un prix à peu près correct parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Par exemple, maintenant, on parle d'inflation. Comment est-ce que ça pourrait affecter mon entreprise? Imaginez que j'ai investi dans une entreprise au moins depuis 2018 et qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même si j'ai gagné de l'argent entre-temps, il faut analyser, il faut refaire une nouvelle analyse pour intégrer de nouvelles variables. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis souvent, à chaque trimestre, vous devez lire si le scénario de départ est toujours d'actualité. C'est très, très important. Donc, ici, on a une dette nette ici, le PER moyen ici. Alors, au niveau du PER moyen, c'est là où je vais essayer de me protéger. Pourquoi? J'ai une entreprise ici qui est en décroissance. Elle est clairement en décroissance. Au moins depuis 2017, elle est en décroissance. 2017. Donc, 17, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 5 ans de décroissance. Et s'il vous plaît, sur les 12 derniers mois, ça ne semble pas s'arranger. Donc, ça va faire 6 ans de décroissance. Donc, est-ce que je peux investir dans une entreprise pareille, même si ce sont des satellites, et que techniquement, quand on a envoyé un satellite à la fin de la journée, il n'y a pas trop de concurrence là-bas parce que ça demande beaucoup de capital. Est-ce que ça veut dire que je dois mettre n'importe quel PER dans une entreprise décroissante? Non, pas du tout. Surtout que c'est une entreprise à capital intensif. Et on va même revenir sur la dépense en capital. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà voir. Juste en regardant les états financiers, il y a beaucoup de questions que vous pouvez déjà poser. Si vous vous habituez vos yeux à faire cet exercice-ci, il y a beaucoup d'erreurs que vous allez éviter. D'accord? Donc, ici, je vois une entreprise en décroissance. Donc, techniquement, si on a une entreprise en décroissance, je prends des PER de 10, 13 et 15. Simple. 10, 13 et 15. Et n'oubliez pas que le PER, en fait, c'est un rendement. Parce que quand je prends un PER de 10, ça veut dire que implicitement, je demande un rendement de 10%. Quand je prends un PER de 15, par exemple, ça veut dire qu'implicitement, on demande un rendement de, par exemple, de 6,5%. Vous prenez 100 divisé par 15. Ça fait à peu près 6,66%. Donc, le PER est un rendement. Donc, si vous achetez une entreprise avec un rendement de 30%, avec un PER de 30, dites-vous que vous avez un rendement de 3%. Donc, ici, tout est une question de rendement. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, à la fin de la journée, les PER auront tendance à diminuer. D'accord? Donc, il y a cette relation-là qu'il ne faut jamais oublier. Donc, ici, on a 15. D'accord? Si vous êtes trop optimiste, allez-y, mec 25. Mais sachez pourquoi est-ce que vous allez mec 25. Parce que, voilà, il ne suffit juste pas de choisir 25 juste pour avoir raison. Enfin, juste pour avoir un gros chiffre à la fin de la journée. Parce que le but n'est pas d'avoir précisément raison. C'est d'avoir le moins de tort possible. Donc, ici, le nombre d'actions, on a 230 millions d'actions. On voit ici que le nombre d'actions ici, à peu près, voilà. On va à une stabilité, même si on a eu une augmentation ici dernièrement, enfin, quand je dis dernièrement, en 2016, mais on a une stabilité du nombre d'actions ici. C'est une bonne information. Donc 230 millions. On vérifie également avec Yahoo Finance, toujours double vérifier les informations, même si les deux peuvent avoir la même erreur parfois. Donc il faut toujours vérifier les informations. 230 millions ici, c'est tout à fait correct. Donc on a 230 millions, on va mettre 230 millions. Maintenant au niveau des free cash flow. OK. Alors, on va déjà regarder la marge nette. Donc, la marge nette ici, on constate qu'on est aux alentours de, voilà, on oscille en 25, 22% par là. Donc, depuis 2016, depuis que les revenus ont commencé à baisser, 23, 20, 25, 23, 17, 20. Voilà, on est aux alentours de 20, 22%. OK. Qu'est-ce que moi je vais prendre? Premièrement, je suis encore au niveau de la marge nette. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver au niveau des free cash flow. Je vais prendre 20% déjà. Moi, je pense déjà que je vais plancher sur 20%. 20%. Quand j'arrive au niveau des free cash flow, on constate que les free cash flow, c'est une autre histoire. Ah. Et c'est là où tout commence. Regardez ici. 17%, 19, 25, 39, 33, 39,
41, 48, 43, 57. Sur les 12 derniers mois, on a 52%. Waouh! Mais pourquoi est-ce que le free cash flow est 2 fois plus élevé, voire 2,5 fois plus élevé que la marge nette? Tout simplement parce que la dépense en capital est de moins en moins élevée. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est durable? Oui. Est-ce que c'est durable? On avait 40% ici en termes de dépenses en capital. En date d'aujourd'hui, on est à presque 15%. Est-ce que c'est durable? Et cette dépense en capital a tendance à baisser. Regardez, 25, 26, 21, 15, 17, 14. Et ça va dans le même sens avec la baisse des revenus. Est-ce que cette entreprise n'est pas en train de sous-investir pas par erreur, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de sous-investir présentement? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc, si elle sous-investit, elle peut mettre en danger l'activité principale de l'entreprise, qui est déjà elle-même en difficulté. Donc, moi ici, je n'ai pas trop confiance à prendre des marges supérieures à 20%. Pas du tout. Parce qu'ici, c'est une entreprise où un satellite, ça coûte cher, ça demande de l'argent. En moyenne, c'est une centaine de millions. Et tout dépend du satellite que vous lancez. Et maintenant, quelle est la durée de vie d'un satellite? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est le taux de rentabilité d'un satellite lancé? Est-ce que les gens en ont besoin présentement? Et pourquoi est-ce que les revenus baissent? Est-ce que vous pouvez prendre présentement des marges de 50% avec un degré de confiance élevé? C'est la question qu'il faut se poser. Donc ici, je ne veux pas investir dans une compagnie qui a des revenus décroissants, même si les marges sont élevées, parce qu'à la fin de la journée, si les revenus sont décroissants, les marges élevées, les marges auront tendance à diminuer. On peut avoir 1 milliard 200 ici en termes de revenus avec des marges de 50%, ça fait 600 millions pour les free cash flow. Mais dans 5 ans, si on a par exemple des revenus de 1 milliard avec des marges de 50%, ça revient ici à 500 millions. Donc, le free cash flow a diminué. Est-ce que je peux investir avec conviction? Est-ce que je peux investir avec avec un degré de confiance dans cette entreprise-ci quand je vois les chiffres pareils? Il faut les prendre avec des pincettes. Toujours. Donc ici, si vous êtes optimiste sur Eutelsat, ça, c'est une autre histoire. Prenez les chiffres qui vous arrangent. Et quand je dis qui vous arrange, c'est en concordance avec la lecture des rapports financiers. D'accord? La lecture des rapports financiers, pas juste des états financiers. Parce que ici, déjà, je ne suis pas en confiance quand je prends cette entreprise présentement. Mais on va l'analyser en prenant en considération les marges actuelles. Donc, admettons qu'on a 600 millions ici, parce que de toute façon, c'est 600 millions, donc c'est 50% ici. 50% de free cash flow. D'accord? Moi, de préférence, pour me couvrir, je prendrais 20%. Mais, OK, prenons 50% également et essayons de voir ce que ça donne. D'accord? OK. Au niveau de la qualité du dividende, on va y revenir tantôt plus tard, mais ça va de pair avec l'investissement en dépenses en capital ici. Donc, quand on va ici, on a tous nos éléments nécessaires ici. On a pris ici 1 milliard, on a pris ici des PER de 10, 13, 15, d'accord? On a pris ici aux alentours de, voilà, pour les marges, d'accord? Sur un revenu 1 milliard 234, j'ai pris des marges de 20%. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi de prendre. 1 milliard 234. D'accord? On prend ici des marges de combien? On va prendre ici des marges de 20%. D'accord? Ça revient ici à 247 dollars. 247 millions d'euros. Excusez-moi. 247 millions d'euros. Donc, si je prends 247 millions d'euros, voilà, qui représente à peu près ici 20% du revenu, du revenu actuel, 20% du revenu actuel, c'est 247 millions d'euros, 10 fois les bénéfices, ça donne 0. Donc, ça veut dire que l'entreprise appartient à ses créanciers. Quand on prend cela avec à peu près 13 fois les bénéfices, ça donne à peu près 3 euros. Et quand on prend ça avec 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près 5 euros. D'accord? Donc, au mieux, en état stationnaire, si on prend 20%, avec 20% de marge, ça revient à 5 euros par là, à 15 fois les bénéfices. D'accord? Pour ne pas trop se compliquer la tâche, on va se dire ceci, allons simple, on va mettre 15, 15, 15 sur chaque ligne. D'accord? Vous pouvez également refaire le calcul de vous-même. 15, 15, 15. On va prendre ici 247. D'accord? Ici, je prends ici à peu près une croissance, les revenus actuels qui sont je vais prendre les revenus actuels qui sont de 600 millions ici. Donc, 50% de 1 milliard 200, d'accord, j'arrondis à 1 milliard 200, on va mettre 600 millions ici. Donc, on va enlever ça, on va mettre 600 millions. Donc, à 15 fois les bénéfices, ça pourrait aller à 28 euros. Très, très élevé. Donc, vous voyez que même le marché, actuellement, on pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement, d'où le piège.
Parce que si vous lisez les rapports financiers, vous allez peut-être vous rendre compte que les free cash flow actuels ne sont pas durables parce qu'on sous-investit. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut absolument se protéger, ne pas prendre des marges élevées alors qu'on est une entreprise en décroissance. Quand bien même j'aurais pris des marges, des marges de free cash flow, des PER de 10, ça reviendra à 15, ce qui est à peu près raisonnable à mon goût. D'accord? Si vous prenez les 600 millions ici, 50%, prenez 10 fois les bénéfices parce que ces revenus, ces free cash flow-là sont appelés à décroître selon le passif le passé de l'entreprise. Enfin, je ne dirais pas que le passé de l'entreprise va représenter l'avenir de l'entreprise, mais il y a de grandes chances que ça ressemble à cela. Donc, il faut se protéger au maximum. D'accord? Donc, celui qui est optimiste ici va se dire, ah, 28 euros, ça se négocie présentement à un PER très peu élevé, donc il y a une opportunité d'investissement. Non. Les PER, faites attention, ils vous racontent une histoire particulière. Il faut vraiment lire les rapports financiers pour avoir toute la couleur. D'accord? Parce que les chiffres, c'est en noir et blanc. Maintenant, quand on lit, on y rajoute de la couleur et ça donne quelque chose d'à peu près potable. Donc ici, alors, quand je vais prendre ici la décroissance des revenus, je vous avais dit que je prenais un revenu à peu près de 1 milliard 234, d'accord? Décroissance des revenus de 14%, enfin pas 14%, mais de 4% sur les 5 prochaines années, qui est à peu près ce qu'on a présentement ici. Donc je vais faire ici fois 0,96, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On va arriver à peu près à 1 milliard par là d'ici 2026. Ok, si on prend 20% de 1 milliard, ça donne combien? On est à peu près à 200 millions. OK. Si je prends 200 millions ici, par rapport à nos 20%, techniquement, vous voyez qu'on va avoir un chiffre moins élevé que ça, que le 5 dollars actuel, que le 5 euros actuel. D'accord? Donc, si on prend 50%, que 50%, ça représente à peu près 500 millions, d'accord? Donc, 500 millions ici, on sera à peu près aux alentours des 21 dollars l'action. Si on le met à peu près à 10 fois les bénéfices, d'accord, on sera à peu près à 10 dollars l'action. Donc, techniquement, je ne dirais pas que cette action est sous-évaluée. Je dirais qu'elle est correctement évaluée dépendamment des risques dont elle fait face présentement. Si ces risques-là s'atténuent, on aura peut-être une opportunité d'investissement. Vous ne pouvez pas décider ici avec des chiffres, avec les chiffres actuels pour vous dire que, OK, voilà la valeur qu'on pourrait avoir à peu près. Ici, on essaie de se protéger on se pose d'abord la question à savoir, est-ce que, au prix actuel, dépendamment des revenus qu'on rapporte présentement, est-ce qu'il y a de bonnes chances qu'on puisse avoir que le prix actuel soit au moins correct? Moi, je dirais que, voilà, ça va. Ça pourrait aller. Je dirais que ça pourrait aller. Est-ce que le dividende est safe? Quand on prend ici, on rapporte à peu près 600 millions en termes de free cash flow si on considère que la dépense en capital ici est tout à fait normale. 600 millions de free cash flow, voilà, ça revient à peu près à, voilà, quand on constate ici, on va à peu près 3 dollars par action, 3 euros par action par là. On distribue à peu près 1 dollar, 1 euro par action ici. Donc, est-ce que le dividende est safe? Je dirais oui. Mais est-ce que c'est normal que cette entreprise paye un dividende en date d'aujourd'hui? C'est une autre question présentement. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle ne devrait pas massivement investir dans son activité afin de pouvoir relancer la croissance? Et pourquoi est-ce qu'on a cette croissance? Pourquoi est-ce qu'on a une décroissance ici? Est-ce que le business model de l'entreprise est totalement menacé au point où elle va mourir? Ça, je ne sais pas. Pourquoi est-ce on doit également garder une note d'espoir? C'est parce que il y a quelques temps, je pense que Patrick Grahi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a fait je sais pas, je pense que c'est Altis qui a dû faire une offre, ou bien il y avait des rumeurs d'offres par rapport à cette entreprise-ci. Donc, on va regarder ici, donc, en regardant ici sur Google, qu'est-ce qu'on observe ici. Donc, je vais mettre ici Altis, et Eutelsat, qu'est-ce qu'on obtient? Altis convoite les satellites de Telsat, la Croix. Ça date du mois de septembre 2021. Alors, est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'était plutôt une rumeur? Et voilà, semble-t-il que le prix, voilà, était assez élevé quand même. Je ne sais même pas s'il y a eu une proposition. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une valeur dans cette entreprise aussi. Peut-être qu'il sait exactement quelle est la stratégie que lui va utiliser pour valoriser cette entreprise. Également, les satellites pourraient en eux-mêmes avoir une valeur cachée. Donc parfois, ça n'apparaît pas directement dans les bilans. Donc peut-être que les satellites actuels pourraient avoir une autre utilité qui montre que la valeur pourrait être plus élevée et qui montre également qu'elle pourrait dégager des flux de trésorerie plus élevés dans le futur. Il faut savoir, il faut aller plus loin que les chiffres. Donc ici, quand je regarde cette entreprise aussi, je ne dirais pas que la personne qui possède cette entreprise au prix actuel, il a surpayé, mais je dirais quand même que il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Est-ce que c'est parce que je ne connais pas cette industrie? Peut-être, également, peut-être. Ça joue également. Ma psychologie joue également par rapport à l'analyse que je fais présentement ici.
Mais en tout état de cause, si quelqu'un voulait investir dans cette entreprise, avec tout ce qu'on a dit présentement, gardez une pondération très peu élevée par rapport à la valeur de vos actifs. D'accord? Je sais que le dividende est attrayant ici aujourd'hui 8%. Waouh! Mais le dividende est bon si et seulement si il est stable, au moins. Mais ici, si vous n'avez pas la certitude que ce dividende soit stable, bah, pourquoi est-ce que je vais y investir? Pourquoi est-ce que je vais y investir? Vous constatez ici que oui, il a tendance à croître, mais aux dernières années, il a un peu baissé pour une entreprise qui rapporte énormément de cash. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Est-ce qu'elle rachète de la dette? Est-ce qu'elle repaye des actions? Voilà les questions qu'on doit se poser. Moi, ici, Eutelsat me laisse un peu sur un goût, voilà, d'inachevé, dans le sens où je n'arrive pas à appréhender la valeur de cette entreprise-ci juste avec ces chiffres-ci. Mais je me dirais que le prix actuel n'est pas mauvais si l'entreprise a de l'avenir. D'accord? Si l'entreprise a de l'avenir, on pourrait avoir un bon prix d'achat. Mais alors, comment est-ce que je me protège? Comme je vous l'ai dit ici, je vous ai montré mon calcul. Donc, moi, si je suis totalement voilà, à l'aise à payer 15 fois les bénéfices sur 247 dollars, 247 millions d'euros ici. Là. Moi, la dette nette actuelle, donc pour moi, ça sera aux alentours de 5 euros. Donc, si l'entreprise vient à chercher les 5 euros ici, pour une fois, je l'achèterai à sa valeur réelle, tout en sachant que, voilà, quand je dis sa valeur réelle, sa valeur estimée selon moi, tout en sachant que cela implique beaucoup d'incertitudes par rapport au business model de l'entreprise. Donc, voilà ce que je pourrais dire ici aujourd'hui. Donc, on ne sortira pas avec une valeur en tant que telle comme je le fais d'habitude ici. Parce que ça peut également arriver. Donc, voilà, je vous dirais, le prix, il est correct, mais ça implique beaucoup d'hypothèses, dont la stabilité, la viabilité à long terme de l'entreprise. C'est 50-50. Il y a de l'espoir, comme également le passé de l'entreprise ne parle pas pour elle. Donc, il faut aller regarder ça ici. On ne va pas juste s'accrocher au dividende, parce que si vous investissez pour le dividende, vous dites, ah, c'est 8% de dividende. Dites-vous une chose, si c'est 8% de dividende et que vous gardez cette entreprise pendant 5 ans, vous allez encaisser théoriquement, et que le prix ne change pas, vous allez encaisser théoriquement à peu près 40%. Mais imaginez qu'en année 5, pour X ou Y raison, boum, le prix de l'action chute de 50%. Vous aurez perdu 10% sur les 5 années en question. Et le 10% que vous avez perdu présentement, c'est peut-être un 50 ou un 100% que vous aurez pu faire sur une autre entreprise de bien meilleure qualité, avec bien moins de problèmes que ça. D'accord? Je vous dirais, il faut vraiment aller au cas par cas, ne pas se limiter aux dividendes parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Le plus important, c'est la stabilité du dividende. Je n'ai pas dit ici que le dividende actuel n'est pas safe. Il est safe si et seulement si l'activité en elle-même est viable. Et je ne dirais pas que l'activité n'est pas viable parce que ça demande beaucoup de lecture, ça demande une connaissance générale de l'environnement économique de l'entreprise présentement. Pourquoi est-ce que les revenus baissent? C'est la question qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que les revenus baissent? Et si ces revenus baissent, quelle est la stratégie du management? Donc, voilà des petits exemples ici sur lesquels vous pouvez travailler. Ceci n'est que mon avis. Donc, ici, on se dira pour moi, je ne dirais pas qu'on a une opportunité d'investissement ici, mais c'est entre parenthèses, ça dépend énormément de nos lectures. Comme je vous l'ai dit, c'est avec toutes les entreprises d'ailleurs. Donc, en termes de chiffres ici, voilà, les chiffres sont bons, mais également, on a une activité en décroissance. Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Donc, je vous laisse sur ça. Faites vos propres recherches, lisez vos rapports financiers. Est-ce que pour moi, c'est une entreprise extraordinaire? Si on se limitait juste sur les chiffres, on allait se dire, ouais, c'est une entreprise extraordinaire, mais attention, c'est pas comme vendre du dentifrice ou bien avoir un logiciel avec des revenus récurrents. Même si les revenus sont récurrents ici, mais ils sont en décroissance. Donc, ça veut dire qu'on a de moins en moins de clients, ou bien ils payent de moins en moins, ou bien l'autre produit est de moins en moins attrayant. Donc, voilà des questions sur lesquelles vous devez travailler, mais vous devez lire les rapports financiers avant même d'investir dans cette entreprise. Et quand bien même elle vous intéresse, il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon, ça va se gérer en termes de pondération au niveau de vos portefeuilles. 1%, 2%, ça ne me fera pas de mal. Mais n'y allez pas en termes de dividendes. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, pas que le dividende n'est pas stable, mais voilà. Il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon, comme je le disais tantôt. On n'a pas de garantie que ce dividende-là va au moins rester à ce niveau dans le futur. Même s'il avait tendance à croître dans le passé, l'entreprise actuellement, est-ce qu'elle sous-investit? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle est viable? Point d'interrogation. Donc, je vous laisse sur ça. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.